Sans plus attendre, on commence par la première séquence de cet atelier dédié à la qualité de l'air et la santé. J'appelle Pierre Gibelin, qui a beaucoup de casquettes. Chercheur émérite, vous représentez ici aussi la métropole, et puis vous avez travaillé sur cette question qui est fortement d'actualité, qui est la pollution photochimique. Alors on va parler d'ozone, mais vous savez que dans cette pollution, il y a bien d'autres choses. J'en profite pour dire qu'on a eu un épisode assez intense hier. On était un peu plus de 200 autour de l'étang de Berre. Alors vous allez me dire, c'est un peu loin d'ici, mais bon, tout ça pour dire qu'on est vraiment dans les conditions qui sont favorables, malheureusement, au déclenchement des choses que vous allez nous présenter. Monsieur Gibelin, vous avez une vingtaine de minutes. C'est pas ma non, c'est pas ma par contre, il vous faut la bonne présentation. Oui, c'est mieux. C'est mieux. Oui, c'est ça. Voilà. Très bien, merci. Oui, merci. Merci aux organisateurs de m'avoir invité à vous parler effectivement de ce problème de pollution atmosphérique et ciblé plus sur les maladies cardiovasculaires avec un accent sur le travail qu'on avait fait sur les arrêts cardiaques, comme vous allez le voir. Mais avant d'attaquer sur les arrêts cardiaques, je voulais faire un peu le point, puisque je suis le premier orateur, donc qu'on soit sûr qu'on parle tous de la même chose, et un peu le point sur pollution et santé et pollution maladies cardiovasculaires. Alors, il est évident que la pollution, pour beaucoup de personnes, c'est cette photo qui n'est pas la nôtre, bien sûr, ça c'est dans les endroits à usines, mais ce n'est pas forcément les pollutions les plus intenses. À Nice, on a ça. C'est-à-dire que je ne parle pas, c'est prêt ? Non, je bascule, on m'a déjà pour un. Ah d'accord, merci. Attendez, je repasse. Donc à Nice, on a plus l'habitude de voir ça, d'autant plus que c'est une ville qui est surmontée par des collines. On a souvent la vision donc, de l'ensemble de la ville et on la voit à travers ce petit nuage qui est une pollution à l'ozone essentiellement. Donc vous voyez les différents types de pollution que l'on peut voir déjà dans l'imaginaire. Alors en introduction, donc, les principales sources anthropiques en France sont les moyens de transport, et à Nice, c'est évidemment l'élément essentiel, routier bien sûr, avec la voie rapide et l'autoroute, mais surtout aérien, nous sommes une des rares villes au monde où l'aéroport est dans la ville. Donc ça, c'est évidemment une pollution importante. Maritime c'est moins, c'est plus pour Marseille, Toulon, et bien sûr. Les combustions de biomasse nous concernent également avec des feux de cheminée, il y a encore ça, mais surtout les feux agricoles, qui ne sont pas loin parce qu'on a beaucoup d'éléments agricoles tout autour. Les feux de jardin, qui ne fait pas, donc, qui sont interdits l'été en principe, les incendies, hélas. Les centrales thermiques, on connaît toute la polémique avec des centrales thermiques au charbon, notamment avec l'Allemagne. Les installations industrielles qui sont connues, bien sûr, pour être polluantes. Bon, la pire, bien sûr, c'est les fabrications de plastique, mais il y a le pétrochimie et tout ça. Et puis enfin, l'agriculture, bien entendu, avec l'épandage d'engrais, ce qui fait que souvent, les gens, les Niçois ou quoi, disent je vais aller donc, à la campagne pour être loin de la pollution, et souvent, ils sont aussi tout autant pollués. Alors les polluants rapidement, mais bien sûr l'ozone, puisque c'est là-dessus que je vais parler. Donc c'est un polluant secondaire, c'est-à-dire on n'émet pas d'ozone. Donc il n'est pas émis directement. Il résulte d'une transformation par action photochimique de précurseurs. Alors quels sont les principaux précurseurs ? C'est le NO2, on pourra en discuter. Donc mais il n'y a pas que le NO2. Il y a les composés organiques volatiles. Et ça, c'est important aussi à le souligner. Le NO2, bien sûr, c'est le trafic routier essentiellement, mais les composés organiques volatiles, ils viennent un peu de partout. Et ils viennent aussi de la nature, des arbres. Il y a certains arbres qui fabriquent des composés organiques volatiles. Donc, il faut faire attention lorsqu'on plante des arbres pour dépolluer, qu'eux-mêmes ne polluent pas plus que ce qu'ils dépolluent. C'est ce qui s'est produit à Tel Aviv, par exemple, où ils ont été obligés d'arracher tous les arbres. Donc, il faut bien connaître, il faut bien choisir ces arbres avant de faire ne serait-ce que la coulée verte. Donc, évidemment, l'ozone, c'est les temps chauds et ensoleillés, bien sûr. Donc, évidemment, on est bien placé, surtout en ce moment, où il y a une pollution à Nice à l'ozone importante, vous le savez. Donc, bien sûr, on parle d'ozone troposphérique, c'est sûr, c'est celle de la basse altitude. Ce n'est pas le trou d'ozone dont on parle et qui nous manque. Alors, les autres gaz, je passerai rapidement. Bien sûr, on a vu le NO, NOx, NO2. Donc ça, c'est les moteurs thermiques. Les composés organiques volatiles, il n'y a pas que les plantes, heureusement. Il y a peinture, solvant, ensemble, colle. Il y a les voitures aussi, le benzène. Le CO, le SO2, on n'en a pas beaucoup à Nice, donc je n'en parle pas. Et surtout, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Pourquoi surtout ? Parce qu'avec le benzopyrène, c'est ce qui fait la toxicité des particules fines, essentiellement.
Hein, c'est-à-dire, ça dépend où c'est qu'on se trouve, mais parce que la composition des particules fines varie selon où on se trouve, mais les particules fines, évidemment, qui sont quand même les plus gros polluants, et donc qui se mesurent par leur taille en micromètres. Hein, vous voyez, inférieur à 10 micromètres. Alors celles-là, les grosses particules, souvent, elles s'arrêtent au niveau du poumon. Mais après, dès qu'on passe à 2,5, elles sont plus petites, elles arrivent à la barrière alvéolo-capillaire. Et puis, donc, il passe évidemment largement donc, la barrière alvéolo-capillaire et ultra fine, donc au cerveau. Donc, vous voyez, il y a nos particules, mais là, on ne connaît pas encore grand-chose. Donc, vous voyez que le champ est vaste. Alors, les effets sur la santé, bien, c'est un nouveau facteur de risque. La pollution est un nouveau facteur de risque. Il fait partie donc, du top 10 des facteurs de risque. Et vous voyez la dernière classification. Donc, vous voyez que la pollution met en 4e position après l'HTA, le tabac et l'alimentation, mais avant le diabète, avant donc l'obésité, avant le cholestérol. Donc vous voyez que c'est vraiment un élément important. Et bien sûr, il y a la pollution domestique, donc comme l'indique ce petit capteur. Hein, c'est bien de savoir le CO2, mais pas que, parce que c'est pas très toxique, mais surtout connaître les autres polluants. Et puis la pollution extérieure dont on va parler. Alors, la mortalité globale, vous le connaissez tous, mais enfin, c'est bon de les rappeler. Hein, ça circule dans toutes les revues, ou même Le Monde et tout ça. Donc, environ 7 à 7,5 millions de décès par an en rapport avec la pollution. Vous comprenez bien que c'est très difficile de faire la part, de savoir si une mortalité est en rapport avec la pollution. Ce sont des études épidémiologiques fines, hein, et le chiffre n'est pas précis, bien entendu. Et vous voyez que c'est surtout par la pollution de l'air extérieur, et ça prédomine par rapport à la pollution de l'air intérieur. Ce qui est important à retenir, c'est que 90%, là c'est relativement précis par contre, 90% de la population mondiale est exposée quotidiennement à un air pollué. Et en France, vous voyez que, donc on l'évalue, ça aussi, ça traîne dans les revues et dans les journaux en diffusion, donc 48 000 à 50 000 morts par an attribués à la pollution atmosphérique. Et un coût de 100 milliards d'euros par an. Alors là, ça intéresse la Cour des comptes, effectivement, c'est pour ça que j'y travaille actuellement. Donc, entre 1990 et 2018, ça, le plus grave, c'est qu'entre 1990 et 2018, il y a une augmentation de plus de 20% des décès attribués. Donc, on semble être dans une dynamique d'augmentation. Alors, pollution martyre, donc c'est cette méta-analyse, vous voyez, qui montre qu'il n'y a aucun doute, maintenant, il n'y a aucun doute entre la pollution et mortalité. Toutes les analyses qui ont été analysées par cette méta-analyse montrent bien qu'il y a une association très significative, jour 0 et 1, c'est surtout les femmes, la température basse, les personnes âgées, et c'est surtout les PM2,5, mais vous voyez qu'il y a tout aussi, et il y a l'ozone. Donc la mortalité, en fait, dans cette mortalité due à la pollution, le gros de cette mortalité est cardiovasculaire. Ce qui n'est pas forcément donc, dans l'imagination de tout le monde, donc, dans le grand public particulièrement, mais même chez les médecins, où pour eux, pollution, c'est atteinte pulmonaire. Là, vous voyez qu'en fait, non, c'est atteinte cardiovasculaire. Vous voyez, 70 à 80% de la mortalité due à la pollution sont d'origine cardiovasculaire. Donc, vous voyez, donc, ces courbes sont magnifiques, ces courbes linéaires, voire même supralinéaires, donc, vous voyez, pour l'infarctus et pour les AVC. Parce que quand on dit cardiovasculaire, ça inclut tout ce qui est origine cardiaque, infarctus, insuffisance cardiaque, arrêt cardiaque, on va en parler, et parallèlement les AVC. Donc, pulmonaire, vous voyez, 11 à 15% des cas par BPC ou asthme, et puis seulement 6% de cancer. Donc la physiopathologie de ça, bien, vous savez bien, c'est l'inflammation. On insiste beaucoup sur l'inflammation, particulièrement pour les particules, pour les PM. L'hypercoagulation, qui augmente le risque thrombotique, bien entendu. La vasomotricité, il y a une vasoconstriction. Alors tout ça pour les vaisseaux, c'est pas bon, hein, évidemment, et ils ont tendance à se boucher. Hein. L'augmentation de la pression artérielle, il y a un lien entre pollution et les pics, mais si on a une pollution chronique, on peut avoir une véritable hypertension artérielle. Le pic ne va pas donner une hypertension artérielle. Si la tension artérielle augmente avec le pic, elle va redescendre après, c'est évident. C'est pas une maladie. Le remodelage cardiaque, j'insiste pas, et puis un effet pro-hétérogène qu'on a bien montré avec l'augmentation de l'épaisseur intimale médiane et les scores calciques. Donc les personnes les plus sensibles semblent être donc les personnes âgées. Le statut économiquement bas, on pourra en discuter pourquoi, si ça vous intéresse, c'est très intéressant, il y a beaucoup d'études là-dessus. Les obèses diabétiques, c'est classique. Les antécédents de maladies coronariennes, c'est logique. Et d'autres facteurs, évidemment, l'HTA, le tabac, le cholestérol, j'insiste pas. Donc, pour parler de l'étude de l'impact de la pollution à l'ozone sur les arrêts cardiaques dans la région niçoise, que nous avons donc fait,
et où on a essayé donc de voir si effectivement la pollution à l'ozone avait un lien donc, avec les arrêts cardiaques hors hôpital. Alors, donc, on peut dire que les arrêts cardiaques hors hôpital représentent encore, au point de vue cardiovasculaire, 40% des décès cardiovasculaires. Vous voyez, donc, vous voyez que c'est important. Hein, la mort subite, c'est souvent comme ça que meurent donc, les cardiaques, donc par mort subite. Et l'incidence est inchangée, hélas, malgré tous les progrès que l'on peut faire, avec développement des défibrillateurs semi-automatiques un peu de partout, dans les banques de partout, avec la formation donc, des jeunes au massage cardiaque, tout ça, bon, l'incidence ne change pas et surtout la survie reste faible, entre 5 et 8% donc, de survie en règle générale. Donc la moitié des cas ont des antécédents cardiovasculaires, ce qui veut dire que l'autre moitié n'a pas d'antécédents cardiovasculaires. Alors, c'est surtout donc, les particules fines, mais après on verra qu'il y a aussi donc, les autres éléments. Hein. Mais il se trouve que dans les arrêts cardiaques, l'effet de l'ozone sur les arrêts cardiaques, les études sont rares, plus rares que sur les PM, et discordantes. On verra, effectivement, les uns trouvent, les autres ne trouvent pas. Alors nous, on a voulu voir à Nice ce que l'on pouvait trouver, puisque c'est quand même le polluant principal, un des polluants principaux, mais enfin vraiment l'ozone, évidemment, pollue beaucoup la région niçoise. Alors c'est une étude rétrospective que l'on a fait avec la bande de données des services d'urgence donc, du CHU. Les arrêts cardiaques hors hôpital sont identifiés comme cardiovasculaires, et c'est de mars 2010 à mars 2018. Alors identifiés comme cardiovasculaires par le médecin urgentiste. Donc, nous avons eu les renseignements de pollution par RPACA puis Atmosud pour l'ozone. On a eu la pollution horaire, les températures, l'humidité, c'est important, parce que ça peut faire varier beaucoup de choses. On a fait les taux moyens 2 heures, 8 heures, 24 heures. La précision est de 4 km. Donc, après, évidemment, on a associé les données de pollution et les données des patients, adresse des patients, localisation de l'arrêt. Les statistiques sont complexes. C'est complexe. Donc je ne vous détaillerai pas trop parce que j'ai du mal à les suivre. Donc basé sur la réconciliation des bases, ça c'est simple, l'analyse interférentielle, l'analyse sensibilité, mais aussi sur les témoins et les analyses de cordes. Bon, je ne rentrerai pas trop dans les détails. Et c'est réalisé par le laboratoire statistique CNRS donc, de l'Université Côte d'Azur, dans le laboratoire Dieudonné, et le MD Lab de l'université. Donc les résultats, on a eu 557 arrêts cardiaques donc, sur cette période, avec 80% donc, à domicile. L'âge moyen, vous voyez, était plus élevé chez les femmes que chez les hommes, 75 ans, 68 ans. 62%, il y avait des témoins. C'est important, le témoin, on lui tire les verres du nez quoi, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, et c'est très important pour le médecin qui arrive. 40 patients seulement, sur les 557, sont arrivés vivants aux urgences. Donc, vous savez, vous voyez, 7,7%. Hein. 35 ont pu avoir quand même une coronarographie en urgence et 28 avaient une thrombose coronaire aiguë. La survie à un mois est de 5%. Évidemment, ce n'est pas élevé. Il y a très faible variation entre 2 heures et 24 heures du taux d'ozone et la distance moyenne entre capteur et arrêt cardiaque était de 9 km. Alors voilà donc les résultats, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire 557, surtout donc des hommes. Et vous voyez que l'ensemble de l'âge moyen d'ensemble est de 68 ans. Vous voyez, on est autour de 70 ans quand même. Hein. Alors un peu plus jeune pour les hommes. Alors là aussi, il n'y a pas eu trop de différence entre les... Évidemment, l'ozone, c'est surtout l'été, c'est vrai. Mais chez nous, bon, il y a aussi fait chaud aussi l'hiver. Et il est évident, il y a peu de différence entre l'été et l'hiver. Il y a quand même 10% de différence. Et puis, c'est surtout à domicile, on l'a vu, et il y a des témoins. Alors voilà donc les résultats à proprement parler, c'est-à-dire que pour toute augmentation, c'est souvent comme ça qu'on présente donc les études, pour toute augmentation de 10 microgrammes par mètre cube d'ozone, d'accord, nous avons un RR à 2 heures à 1,12 significatif et à 24 heures 1,18. Donc vous voyez, c'est quand même des chiffres importants. Quand on sait que ce matin, par exemple, donc, la pollution à l'ozone tournait autour de 90 donc, microgrammes par mètre cube, bon, on comprend vite que ça a un impact sur les arrêts cardiaques. Alors par contre, nous n'avons pas retrouvé de relation avec les particules fines, 2,5, ni avec les particules fines, ni avec donc, aussi bien les 2,5 que les 10. Donc,
Alors, après, on a eu un peu moins de la moitié donc, de patients où on avait les antécédents connus. C'est pas facile hein, de les avoir. Et on n'a pas trouvé de différence entre qu'ils aient des antécédents ou pas d'antécédents d'hospitalisation. Ça, c'était plus facile à savoir, s'ils étaient hospitalisés ou pas. Après, ce qui était difficile, c'est pour quelles raisons ils étaient hospitalisés. Et même là, on n'a pas de différence lorsqu'on l'a su. Vous voyez, la différence n'est pas significative pour l'infarctus, pour l'insuffisance cardiaque, pour l'HTI, pour les AVC. Il y a donc pas d'effet d'âge, on l'a vu. Alors, discussion. Le lien entre arrêt cardiaque et pollution est établi. Ça, il n'y a pas de doute. La plus récente, Cheng, ça ne fait aucun doute. Par contre, avec l'ozone, arrêt cardiaque, c'est discordant. Il y a des études qui n'ont pas trouvé de lien. Il y a des grosses études, Xia, on en discutera avec Xia, Kang, Wishman, alors qu'il y a une concordance pour d'autres études, grosses études, l'étude française de Prado, donc à Toulouse, et sinon il y a d'autres études, en particulier donc Ensor, dont on parlera, qui est vraiment une des plus grosses études que je connaisse. En effet, voilà donc l'étude Ensor, qui est déjà un peu ancienne, qui se passe aux États-Unis, vous voyez, au Texas, sur 11 677 arrêts cardiaques. Bon, là, on paraît petit, hein, c'est sûr. Donc, vous voyez, il y a une augmentation donc, de 20 ppb donc, per billion, hein, c'est-à-dire par milliard, hein, donc d'ozone. Le risque accru d'arrêt cardiaque, vous voyez, vous avez un RR donc, à 1,039. Hein. D'accord, c'est important. Donc, vous voyez, et le risque est plus élevé pour les hommes, les noirs, et ceux qui ont plus de 65 ans. C'est lié à la température. Il retrouve un lien avec la température. Et vous voyez donc les résultats ici affichés. Vous voyez bien que c'est à l'heure 1, après le pic, à l'heure 2, où c'est significatif, hein, une heure après, 2 heures après. Et puis après, il y a encore 3 heures un peu, et puis après, ça disparaît. Voilà. Et il a de même pour les particules fines, puisqu'il a trouvé un lien avec les particules fines, donc au jour 1 et au jour 2. Alors, Raza, autre grosse étude. Là, c'est vraiment des rouleaux compresseurs d'études. Hein, la Raza et collaborateurs. Donc, dans le registre suédois, encore 11 923 arrêts cardiaques. Donc, c'est très impressionnant. Donc, sur 2006 à 2014. 90% étaient arrêt cardiaque intérieur, 16% donc, ils avaient un antécédent d'infarctus, 24% d'arythmie, vous voyez, donc à peu près la répartition. L'augmentation, pour toute augmentation de 10 microgrammes par mètre cube, 2 heures et 24 heures, ça va être le même truc, est associé à une augmentation de 2% du risque d'accident. Vous voyez qu'on retrouve à peu près les trucs d'Ensor qui étaient à 3,9. Là, on est à 2% donc, du risque d'arrêt cardiaque. Regardez, donc là, on voit très bien que c'est significatif, 2 heures et 24 heures. Donc après, et ils ne retrouvent pas de lien, comme nous, avec les particules fines. Donc, et l'élément paradoxal qui souligne, c'est qu'il n'y a pas, d'effet des antécédents. Par contre, ils retrouvent un effet paradoxal. Le risque est diminué s'il y a un antécédent de FA. Alors ça, c'est intéressant parce qu'ils font des tas d'hypothèses, mais l'hypothèse principale, c'est que les patients sont mieux surveillés et prennent des bêta-bloquants. Et ça serait un effet, éventuellement, c'est une hypothèse. Pourquoi? Donc, effectivement, ça protège rien. Donc, Zhao, c'est lui aussi, c'est toujours lui qui fait les grandes méta-analyses où il n'y a aucun doute donc, du lien entre arrêt cardiaque et ozone avec un RR à 1,016. Donc, Xia, c'est Xia qui m'intéresse. Je vais accélérer. Donc, Xia est important parce que c'est une étude chinoise sur 4720 patients. Il ne retrouve pas de lien avec l'O3. Avec l'ozone, alors que c'est un gros truc. Hein. Donc, et pour lui, l'hypothèse, alors qu'il sait très bien que d'autres villes ont trouvé, d'autres travaux ont trouvé, la première hypothèse, c'est la différence de type de polluant. En effet, l'O3 est un polluant majeur des villes du sud de l'Europe, hein, avec des PM bas, alors qu'à Pékin, puisque c'est une étude sur Pékin, les particules fines sont la pollution principale, et surtout 2,5, avec des chiffres impressionnants. Ça peut monter à 250 microgrammes par mètre cube. Donc, alors quand on sait que l'OMS dit qu'il faut que ce soit inférieur à 5 microgrammes. Donc là, c'est une pollution majeure, anthropogénique, combustion, pétrole. Et il explique par cette différence d'intensité de pollution, on y reviendra. Et Nice, évidemment, comme je l'ai dit, l'ozone est le polluant, un des polluants principaux. D'où on va se trouver avec un problème pour une étude semblable. Si on veut faire les mêmes études de Nice, mais sur la région PACA, on va se retrouver avec un problème semblable. Et justement, nous avons fait une étude
donc, que nous avons publié dans Scientific Report en 2022, sur une étude rétrospective dans toute la région PACA, sur 43 000 OAP. Alors là, ce n'était pas les arrêts cardiaques, c'est les OAP. Donc, à partir de l'Observatoire régional des urgences, grâce au professeur Levrault, et la pollution quotidienne, évidemment, avec Admo Sud. Et on a trouvé une association entre pic de pollution, O3, NO2 et PM, et admission pour OAP. Vous avez les chiffres ici, 16%, 14%, 13% respectivement. Mais ce qui est important, c'est que si on avait pris la moyenne générale, on n'arrivait à aucun résultat. Ce qui nous a permis d'arriver au résultat, c'est la création de clusters. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, il faut définir, si on prend une grande région, il faut définir des tendances homogènes de pollution, sinon on se retrouve avec le même problème. Et donc, nous, vous voyez, on a défini des clusters. Cluster 1, campagne. Cluster 2, ville côtière, taille moyenne. Cluster 3, montagne. Oui, 1, c'est campagne. Cluster 4, ville côtière, grande ville. Évidemment, il fallait les séparer. Cluster 5, l'autoroute, long de l'autoroute. Et cluster 6, c'est côté ouest, l'étang de Berre. Et donc là, vous voyez les résultats que l'on a. Évidemment, ça dépend beaucoup des clusters. Et vous voyez que, par exemple, on va prendre l'ozone, puisqu'on a étudié les autres, mais l'ozone nous intéresse. Vous voyez ici sur ce cluster, vous voyez que l'effet retardé de l'ozone, l'effet de l'ozone, là, est retardé. Au 6e jour, il apparaît. Et par contre, dans la campagne, vous voyez que le pic de l'ozone tout de suite va faire agir sur les arrêts cardiaques, mais ça chute très rapidement parce que l'intensité est beaucoup moindre, bien sûr, et ça chute, regardez, comme ça chute tout de suite, et qu'au 6e jour, il n'y a plus rien. Pareil pour les montagnes, ça chute rapidement, le maximum au début, et après, ça chute. Donc, vous voyez l'importance de cette visualisation d'homogénéité de la pollution, car elle n'est pas la même à Nice qu'à Saint-Étienne-de-Tinée ou évidemment dans les Alpes d'Haute-Provence. Donc les limites de l'étude, possibilité d'intoxication à distance d'un accident, ça c'est vrai, évidemment, s'il travaille à tel endroit, on n'est pas allé voir, donc là. Attribution à un arrêt cardiaque par défaut, il n'y a pas eu d'autopsie, bien sûr. Antécédent d'hospitalisation connu dans la moitié des cas, c'est peut-être pour ça que ce n'était pas assez puissant, au point de vue statistique, et la distance entre capteur et arrêt, c'est vrai que ça peut jouer. Il peut y avoir des variations rapides de la température, de la pression atmosphérique, mais surtout du vent, qui peut changer effectivement. Mais ce biais est commun à toutes les études que je vous ai citées. Le mécanisme est un peu différent du mécanisme que je vous ai dit. Pour les arrêts cardiaques, c'est essentiellement, on insiste beaucoup sur le dysfonctionnement du système nerveux autonome. En effet, il y a eu des études sur un sujet sain, où on leur a fait respirer donc de l'ozone et pic d'ozone, et on a eu une modification de la variabilité de la fréquence cardiaque. Pour les personnes âgées cardiaques, on a fait la même chose, les mêmes résultats. Donc le dysfonctionnement du système nerveux est très important. Mais il n'y a pas que. Il y a l'atteinte ischémique, bien sûr, il y a l'infarctus, avec augmentation des infarctus, rupture de plaques, la pression artérielle, le cholestérol, mais sans oublier l'atteinte pulmonaire qui joue un grand rôle, car l'hypoxie que ça va entraîner, l'asthme, les BPCO, l'hypoxie, les abus de bronchodilatateurs vont être responsables d'arythmie et d'arrêt cardiaque. En conclusion, et je dois être dans les temps, parfaitement. Association entre exposition aiguë à un taux élevé d'ozone et arrêt cardiaque, c'est clair, on l'a démontré à Nice. Pas de lien avec les particules fines, on n'est pas les seuls de ne pas avoir fait, peut-être les taux sont trop bas. Pas d'effet donc du sexe, de l'âge, la saison, du lieu. Rôle du système nerveux autonome, j'insiste là-dessus, et de l'ischémie, bien sûr, en pratique. C'est très important, c'est même l'élément essentiel. Il faut informer la population à l'ozone, donc des pics à l'ozone. Certes, les panneaux sur la voie rapide, ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin pour l'information. Mais surtout, l'information des urgences, de toutes les urgences, privées comme publiques. Ils doivent être au courant du pic. C'est eux, on doit les appeler directement. Ce n'est pas le directeur de l'hôpital qui doit être au courant, parce que l'Admo Sud me dit « Ah, mais on prévient les autorités. » Ah oui, mais si c'est le directeur de l'ARS ou le directeur de l'hôpital, ça ne sert à rien. C'est évidemment ceux qui s'occupent des urgences, c'est-à-dire, donc, par exemple, si M. Levrault, ils doivent être au courant. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Et l'éducation des patients, quand on fait l'éducation thérapeutique des patients, c'est un point important, il faut qu'il y ait un module sur la pollution, donc pour instruire, évidemment, donc, pour peaufiner l'éducation thérapeutique des patients. Enfin, ce que je demande depuis longtemps, c'est l'alignement de la France au taux d'alerte de l'OMS. Les taux d'alerte de l'OMS sont de 100 microgrammes par mètre cube, d'accord ? Alors que nous, en France, on ne fait que l'information avec les panneaux sur la voie rapide, attention, levez le pied, 125 microgrammes par mètre cube, et le premier seuil d'alerte est à 240 microgrammes par mètre cube. Quand vous avez vu que pour toute augmentation de 10 microgrammes par mètre cube, il y a augmentation de 2% donc d'AVC ou d'arrêt cardiaque, pardon, vous voyez tout de suite qu'on est très en danger si on se fie au seuil donc, français. Je vous remercie.
Professeur Gibelin, un grand merci vraiment pour cette première présentation extrêmement claire. Alors le seuil d'information, il n'est même pas à 125, il est à 180. On est toujours avec un seuil européen, alors qu'il a été... ça date des années 90, hein, donc il est temps de le réviser comme vous le soulignez. Moi je retiens le cluster, je pense qu'on a un vrai sujet là pour les études. Et puis l'information, mais ça je pense qu'on l'entendra tout au long de la journée. Alors, est-ce qu'il y a des questions à distance? Pour commencer, non. Alors je sais que Gilles Bogart, Florence, si tu veux bien. Bonjour, merci docteur pour ces exposés très clairs. Je me présente Gilles Bogart, je suis physicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur et je m'intéresse aux capteurs de citoyens. Et vous avez parlé de l'ozone et de l'impact de la pollution à l'ozone, mais vous n'avez quasiment pas abordé le dioxyde d'azote, qui est un des précurseurs de l'ozone, en particulier en ville. Est-ce que vous arrivez à faire la distinction entre les causes les effets dus à l'ozone et dus au NO2 ici, à Nice? C'est la question piège. C'est évident que c'est très difficile parce que les deux sont liés. Quand l'ozone augmente, le NO2 va diminuer puisque le NO2 se transforme en ozone. Donc on va dire, tiens, l'alerte NO2, c'est bon. Oui, c'est tout le piège. Bien sûr, non, je ne peux pas faire la différence. On n'a pas étudié, en tout cas pour les arrêts cardiaques, je ne l'ai pas étudié. Pour le NO2, pour ce qui est de l'œdème aigu du poumon, avec le professeur Levrault, donc nous l'avons étudié, il y a un lien très net avec admission OAP et pic donc, de NO2, mais je ne peux pas vous faire le lien NO2 et ozone. Je ne sais pas combien il y a de quantité de NO2 qui se transforme en ozone. Et en plus, il y a les composés organiques volatiles qui jouent là-dedans, donc c'est très difficile de faire la part des choses. Bien, merci. Alors, une question, peut-être une intervention plutôt dans le prolongement. On a Michel Pierre ici qui a travaillé justement sur cette forme d'antagonisme de ces deux occidents. Donc, je vais lui laisser la parole pour nous dire un petit peu ce qu'il a fait. Merci Dominique, bonjour à tous. Notre équipe dans le Var a mis au point un site, une application pour visualiser les résultats d'Atmosud. Donc ça, on vous invite à le regarder parce que c'est important. C'est la banque de données, une banque de données de laboratoire énorme. Et on a essayé de le visualiser. www.ape83430/Act Energy. Ce que nous avons vu en premier, c'était la plupart du temps, quand l'ozone augmente, le dioxyde diminue. C'est plutôt normal, parce que ce qui est émis, c'est le monoxyde qui réagit tout de suite avec l'ozone. Et que dans la journée, on se rend compte que la somme des deux, le dioxyde plus l'ozone, a tendance à être constant. On appelle ça, nous, la pollution oxydante. Ce sont les deux composés qui vont avoir une action chimique oxydante. Maintenant, pour les médecins, on a ajouté le dioxyde sur nos graphes, parce que le dioxyde, il est oxydant, mais en même temps acide et réagit très vite. Et l'on voit qu'il est en quantité la plus importante le matin. Donc le matin, on a une pollution oxydante, mais au dioxyde. Et ensuite, dans la journée, dans nos régions, c'est évidemment l'ozone qui est prépondérant. Alors en plus des clusters, c'est la question que je pose aux médecins, est-ce qu'il y a une différence pour un patient qui est chez les médecins, s'il est examiné le matin, où l'air qu'il va respirer est surtout en présence de dioxyde d'azote, et l'après-midi, où ce sera essentiellement de l'ozone? C'est ma question. Ah oui, merci Michel. Question très intéressante, mais je crois que non, il n'y a pas de grande différence parce qu'il y a des atteintes cardiovasculaires, et notamment à l'arrêt cardiaque, mais pas que, l'OAP, infarctus, aussi bien avec le NO2 qu'avec l'ozone. Donc ça ne va pas faire une grande différence. Sur le plan théorique, c'est intéressant, mais sur le plan pratique, je ne pense pas, parce que finalement, les effets sont un peu voisins. Sauf effectivement, vous avez raison, sauf que la méthode d'action est un peu différente, puisque je vous ai dit, c'est surtout le système nerveux donc autonome qui est touché avec l'ozone et surtout donc, la variabilité de la fréquence cardiaque.
Alors, Gilles Bogart, et Si puis vous- après on enchaîne. Non, si vous me permettez, docteur. L'ozone, on va l'avoir durant les mois d'été quand il y a du soleil. Le dioxyde d'azote, on va l'avoir au printemps ou en hiver. Donc, est-ce qu'on peut... vos problèmes arrivent essentiellement l'été ou tout au long de l'année? Alors, ça dépend des études. Il y a des études qui ont montré très clairement une prédominance en été, effectivement. Nous, vous avez vu, la différence n'est pas énorme. Hein, donc, ça varie de 45 à 55%. Elle est plus importante en été. Moi, je l'explique par le fait que malgré tout, nous n'avons pas des hivers très rigoureux et qu'il y a de grandes journées ensoleillées également. Il m'est arrivé de monter donc, en haut du Mont Chauve, en tout cas peut-être pas l'hiver, mais enfin en tous les cas en octobre, où il y a une belle pollution à l'ozone, pareil. Hein. Donc ça traîne chez nous, hein, la pollution à l'ozone. Pierre Charles. Oui, voilà, j'ai rétabli le micro. Oui, Pierre, j'ai été attiré, mais c'est passé très vite, là. Ça me concerne personnellement, là. J'ai été traité vendredi contre des fibrillations atriales auriculaires par ablation, et puis a fait apparaître que les personnes qui souffraient de FA étaient finalement moins touchées que les autres par la pollution à l'ozone, parce qu'ils étaient sous bêta-bloquants. Donc là, est-ce que ça a un lien quand même avec l'hypertension? Donc, c'est particulier, ça. Je réponds. Alors, non, oui, bien oui, sûr. Oui, ça, c'est très clair. C'est très clair qu'il y a une étude, hein, attention, il n'y en a qu'une, mais elle est énorme, c'est sur 11 000 arrêts cardiaques, donc, qui ont trouvé un lien avec donc, les antécédents, mais par contre, un lien inverse, c'est-à-dire que les patients qui avaient fait une arythmie par fibrillation auriculaire, fibrillation atriale, donc, avaient moins d'atteinte, donc d'arrêt cardiaque. En effet, c'est une hypothèse, celle du bêta-bloquant. Il y en a d'autres. Il y a aussi l'hypothèse qu'ils sont plus suivis. Ils sont plus, souvent, ils ont la radiofréquence, et donc ils sont suivis et à la fois par le cardiologue et à la fois donc par la personne qui a fait la radiofréquence. Ils sont sous traitement, pas que les bêta-bloquants. Ils ont fait l'hypothèse des bêta-bloquants, mais ils ont aussi la flécaïne, qui sont un arythmique. Ils ont aussi des anticoagulants. Bon. Donc tout ça joue peut-être, j'en sais rien. Ce sont des hypothèses. Ok, merci. Oui. Merci. Très bien. Bon, je suis sûr en tout cas que l'Agence régionale de santé qui nous suit à distance, je vois Olivier Coulon en ligne, a pris bonne note de tous ces éléments. Donc on retient que tout n'est peut-être pas traité dans chaque endroit de la même façon, et que cette question à la fois peut-être des traitements, je ne sais pas, puisqu'on est allé jusque-là dans la discussion, mais en tout cas sur le constat et les études, il faut arriver un petit peu à démêler ces questions. Je pense que c'était vraiment très clair. Merci Monsieur Gibelin. Merci. Voilà, je vous invite à l'applaudir.